Bonjour, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo SIBO 2, des symptômes à repérer. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à cliquer sur le petit bouton qui se trouve juste ici pour t'abonner et recevoir d'autres vidéos pour t'informer sur ton système digestif, comment ça fonctionne, les troubles éventuels, comment on peut se sortir de constipation, de douleurs, de je ne peux plus rien manger, etc. etc. Des informations qui peut-être seront précieuses pour toi et je l'espère t'apporteront des solutions. Donc voilà, un abonnement ici, un like sous la vidéo bien sûr si tu l'as aimé et puis des commentaires auxquels je répondrai bien sûr avec grand plaisir. Alors, notre corps nous dit de bien des manières ce qui le met en souffrance et c'est très très important de repérer les messages qu'il nous envoie et surtout d'apprendre à les écouter. Alors concernant ce phénomène SIBO, je vais te décrire un ensemble de symptômes, de signaux que ton corps t'envoie et dans lequel peut-être tu vas te reconnaître. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense que c'est important qu'on revoie ensemble le parcours de, de tes aliments dans ton tube digestif. Alors, la digestion, on dit souvent qu'elle commence dans la bouche, mais pour moi, elle commence bien avant ça. Et par exemple, si comme moi, tu vas au travail en vélo et quand tu reviens à la fin de ta journée à la maison, tu vas commencer à penser à la suite de ta soirée et notamment à ton repas. Et en pensant à ce repas, en pensant à ce que tu vas manger, en pensant à comment tu vas le préparer, ben, tu commences à mettre avec ton imaginaire en route tout un ensemble de processus digestifs et tu vas peut-être même d'ailleurs remarquer que tu commences à saliver. Et puis quand tu vas arriver à la maison et que tu vas vraiment commencer à préparer ce repas, il y a d'autres sens qui vont se mettre en jeu et qui vont stimuler ta digestion. C'est bien sûr ta vue et ton nez, hein, les odeurs, tout ce que tu vas ressentir quand tu prépares tes légumes et quand tu vas les faire cuire. Et puis autre chose qui est très importante, c'est aussi de les dresser de belle manière dans ton assiette pour que ça reste très appétissant. Donc voilà, tout ça, ça prépare, déjà, ça met en route ta digestion. Ensuite, quand tu commences à porter la première bouchée dans ta bouche, là, il y a deux choses que je voudrais t'expliquer et qui sont très importantes. Il y a d'abord une action mécanique qui est l'action de broyer les aliments. Et ça, c'est très très important parce que si tu ne le fais pas là, à ce moment-là, cette étape du broyage, elle ne se fera nulle part ailleurs. Et ça, c'est très embêtant pour ton système digestif. Ça peut te créer ça peut créer un certain nombre de déséquilibres, ça peut te créer un certain nombre de problèmes au niveau digestif et ça va surtout en créer au niveau de l'assimilation, d'accord. C'est très compliqué de nourrir les cellules à partir d'aliments qui ne sont pas broyés. Donc, il faut absolument que tu broies au moins 20 fois ce que tu portes en bouche, c'est très important. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est que tu vois, grâce à ce broyage qui va te prendre un certain temps, eh bien, il y a la salive. Donc ça, c'est la deuxième chose, deuxième action très importante, qui contient des enzymes et qui va se mettre autour de tes aliments. Et les enzymes qui sont dans cette salive vont commencer à agir, à couper les molécules et notamment les molécules des glucides donc vont commencer à être digérées dans ta bouche. Donc ça c'est vraiment très 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 important. OK. Et autre chose qui me vient là, que je veux te préciser, c'est que parfois on me dit: «Ah oui, mais moi je bois du liquide, je prends des soupes et cetera». Et ben, évidemment, là, tu vas pas broyer, mais c'est très, très important de faire tourner en bouche, d'accord? Pour que ta salive puisse agir sur tes aliments. Donc pense à ça, c'est pas parce que tu manges liquide que ça doit aller plus vite. Pas du tout, d'accord? Et puis ça me met aussi en tête, une anecdote que je veux te raconter, une anecdote,
qui est lié à ma pratique d'irrigation du côlon. Et je peux te dire, crois-moi, que quand tu ne mâches pas, moi je vois tous les aliments ressortir tels quels, d'accord? On peut les remettre dans l'assiette, vraiment, je t'assure. Donc c'est pour ça que je veux te relater cette anecdote, parce que c'est assez incroyable. Il faut vraiment que tu sois consciente de cette importance de mâcher tes aliments de manière à ce que vraiment ils disparaissent totalement et qu'ils ne soient pas reconnaissables à la sortie. Ok? Donc, voilà pour cette étape dans la bouche. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les aliments vont descendre dans l'œsophage et ils vont arriver au niveau d'un sphincter, d'accord? Au niveau de l'estomac. C'est comme une porte, et cette porte, c'est vraiment la frontière entre le caisson thoracique, hein, dans lequel se trouve l'œsophage, et le caisson abdominal, où on va trouver d'autres organes du digestif, sous le diaphragme. Donc ça, je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est très important aussi. Donc on arrive sur ce sphincter, cette porte qui s'appelle le cardia, et qui doit s'ouvrir et se fermer hein, d'ailleurs correctement, mais là en tout cas s'ouvrir pour laisser passer et descendre les aliments à l'intérieur de ton estomac. Alors dans l'estomac, qu'est-ce qui se passe? C'est autre chose, c'est une autre action mécanique qu'on appelle là le brassage. Le brassage, c'est comme la machine à laver, tu vois, ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Et ce brassage, il va permettre une action chimique, l'action d'un ensemble de tubes de sucs digestifs composés à la fois d'enzymes et d'acide chlorhydrique de l'estomac qui vont, eux, agir sur la digestion, le début de la digestion des protéines et des lipides. Donc ça veut dire que dans ton estomac, hein, les sucres, la digestion des sucres est suspendue. D'accord? Donc, une fois que ce brassage est terminé, on a un autre sphincter, une autre porte à la fin de l'estomac. Le petit nom de ce sphincter-là, c'est le pylore, qui va s'ouvrir lui aussi et qui va laisser passer cette bouillie alimentaire qu'on va appeler le chyme dans ton duodénum. Le duodénum, c'est le début du grêle, c'est le début de l'intestin grêle et c'est... c'est donc ton petit intestin et à cet endroit-là vont être cassées, digérées les protéines, les graisses et les sucres. Et l'intestin grêle, c'est l'organe de l'assimilation par excellence. C'est à cet endroit que la majorité de la nourriture cellulaire va être distribuée aux cellules par absorption des nutriments. Ok? Donc après 7 mètres de voyage hein, environ dans ce petit intestin, il va y avoir cette bouillie là, elle va arriver au niveau d'un autre sphincter, encore une fois, une autre porte qu'on appelle la valvule iléocécale. Et la valvule iléocécale, c'est vraiment la frontière entre le petit intestin, l'intestin grêle, et le gros intestin, le côlon. Et dans ce côlon va donc se terminer la digestion grâce à des bactéries qui terminent la digestion des glucides et la digestion des protéines. Alors, les bonnes bactéries qui sont présentes hein, dans cet intestin et qui constituent notre microbiote, eh bien, elles sont géniales parce qu'elles aident à la production de sérotonine, à la synthèse de certaines vitamines. Mais lorsqu'il y a un déséquilibre, eh bien, ce sont des gaz qui vont être produits et là, c'est évidemment pas très sain et c'est pas très drôle à vivre. Donc, voilà pour ton parcours digestif. Donc, maintenant, si on revient un petit peu au début et puis qu'on essaie de faire des liens avec certains symptômes que peut-être tu peux ressentir, on va revenir à l'estomac. Estomac, œsophage un petit peu. Si tu souffres de reflux, de brûlure d'estomac, ça peut très bien être le signe que tu ne produis pas assez d'acide chlorhydrique. C'est souvent le cas, mais on ne va pas faire de systématisme, ok?
Comme ça peut justement être le signe que tu en produis trop, ok? Donc, il y a des petits tests à faire pour voir. Et puis après, évidemment, on n'agit pas du tout de la même manière si tu n'en produis pas assez ou si tu en produis trop. Si tu te sens vite rempli au niveau de cet estomac, tu vas sentir des lourdeurs, tu peux avoir la sensation que ça gonfle là, juste sous tes côtes, eh bien, c'est parce que ton estomac ne se vidange pas assez dans ton grêle. Alors, le stress, évidemment, tu l'as certainement remarqué, tu me le dis en tout cas en séance, tu me le partages, ça crée aussi des ballonnements. Ça n'est pas qu'une question d'alimentation et ça, c'est aussi très important d'en prendre conscience et de le remarquer, de le conscientiser. Alors, si je reviens maintenant à cette petite valvule iléocécale, d'accord, la frontière entre ton intestin grêle, petit intestin, et le gros intestin, le côlon. Cette valvule, elle va se trouver ici sur la droite, au niveau de ta fosse iliaque, là, dans le bas du ventre à droite. Et à cet endroit-là, parfois, tu peux ressentir des crampes. Tu peux faire un automassage qui va te soulager et puis lorsque tu libères cette tension, tu vas vraiment sentir, parfois tu peux sentir et entendre une circulation, un petit glou-glou. Et ça, ça soulage énormément, tu vois, ça fait vraiment du bien. Évidemment, c'est une région que je travaille beaucoup dans les séances d'irrigation du côlon et qu'il est vraiment très très important de travailler pour favoriser ces libérations, relâcher les tensions, donc faire en sorte que ces crampes disparaissent. Alors, si tu as des ballonnements, excuse-moi, je reviens un tout petit peu en arrière, donc juste avant cette valvule, parce que si tu as des ballonnements au niveau, si tu as des ballonnements qui interviennent dès la fin du repas jusqu'à dans les 3 heures après ton repas, d'accord? C'est plutôt le signe que tu as des fermentations dans l'intestin grêle, d'accord? Le petit intestin. Si par contre, tu ressens ces ballonnements plutôt dans les 3 heures, vraiment après ton repas, 3 heures et plus, alors c'est plutôt que les fermentations vont être dans ton gros intestin. Et là, on ne te qualifiera pas de SIBO, mais de LIBO, d'accord? Donc, ce n'est pas le small intestine, mais large intestine bacterial overgrowth. Donc, tu seras LIBO, ok? Et puis, tu peux encore recevoir le petit nom de SIFO. SIFO, ça concerne plutôt les levures, comme le Candida albicans. Et là, en plus des ballonnements, tu vas souvent ressentir une grosse fatigue, tu vas avoir une grosse déprime, tu peux avoir des grosses déprimes, tendance en tout cas à la déprime, à des tristesses. Tu peux aussi ressentir un brouillard intellectuel important et des appels de sucre irrépressibles. Ça, c'est vraiment ce qui doit t'alerter et te faire penser à une prolifération de levures, d'accord, à ce Candida albicans. En tout cas, quoi qu'il en soit, rappelle-toi que la lenteur de la motilité de tes intestins est un signe de dérèglement. Alors, pour savoir à quelle vitesse tu digères, il y a une petite expérience que tu peux faire qui est de manger des épinards, parce que les épinards vont garder cette couleur verte foncée caractéristique et ça va te permettre effectivement de voir combien de temps tu prends pour digérer tes aliments. Pour ça, bien sûr, il faut que tu observes tes selles. De toute façon, il faut que tu observes tes selles. C'est très important. Et tu vas pouvoir comprendre, voir combien de temps tu mets à digérer entre l'entrée et le moment où tu mets tes aliments en bouche et la sortie, le moment où tu vas aux toilettes. C'est plus ou moins 24 heures en fonction de la complexité des aliments que tu manges durant ton repas. Les autres symptômes aussi, c'est un mauvais sommeil, d'accord? Donc,
Tu peux d'abord questionner le déséquilibre bactérien, effectivement, puisque 80% de ta sérotonine est produite dans ton gros intestin et que cette sérotonine, c'est le précurseur de ta mélatonine et que la mélatonine, c'est très important pour bien dormir. Tu peux aussi questionner un dérèglement surrénalien, d'accord, un dérèglement de tes glandes surrénales, un petit chapeau au-dessus de tes reins, des petites fraises, ça ressemble à des petites fraises, notamment si tu te réveilles aux environs de 3 heures du matin. Ça, c'est une piste d'exploration, en tout cas qui doit te conduire à explorer aussi la santé de tes glandes surrénales. Alors, l'anxiété, ça peut aussi évidemment perturber ton sommeil. Ça peut créer de l'épuisement. Quand tu es épuisé, paradoxalement, tu dors moins bien. Moins tu dors, plus tu es épuisé. Plus tu es épuisé, plus tu es anxieux. Plus tu es anxieux, moins tu dors. Bon, bref, tu vois, ça fait un cercle comme ça vicieux duquel il est difficile de se sortir. Dans ce cas-là, on a pu te qualifier de côlon irritable et c'est pas faux. On peut aussi souffrir d'anxiété et pas s'en rendre compte, tout simplement parce que c'est un mode de fonctionnement pour toi, une façon d'être depuis toujours ou presque qui pour toi est tout à fait normale. Donc quand on te dit que peut-être tu es une personne assez anxieuse, ça peut t'étonner, mais c'est tout à fait possible. D'accord? Donc ça, c'est à questionner. Du coup, ça m'amène aussi à te parler de ton système nerveux parce que l'anxiété, ça va aussi jouer sur l'épuisement du système nerveux. Les émotions négatives et comme je te le disais tout à l'heure, ce système nerveux, ce stress, tout ça est lié, donc ça va aussi créer un déséquilibre, encore une fois, au niveau de ton univers intestinal, des habitants qui peuplent cet intestin. Il y a des petites choses que tu peux repérer. Par exemple, si tu as une tendance à vivre trop dans le passé, eh bien, tu vas avoir un sentiment de mal-être, tendance à la déprime. Tu vas ressasser, tu vas plutôt utiliser des petits mots comme si j'avais su, j'aurais dû, j'aurais pu. Voilà, ce genre de choses. Et si tu te projettes trop dans le futur avec des grosses pressions, des gros objectifs à atteindre, tu vas plutôt être dans le il faut que, je dois, etc. Et ça crée une trop grosse pression qui va créer un stress permanent. Tu vas peut-être aussi avoir tendance à être un petit peu trop obsédé par tes to-do list qui n'en finissent jamais de ne pas finir et qui sont elles aussi une source de stress importante. D'accord? Donc n'oublie pas de questionner ça, n'oublie pas aussi que l'épuisement du système nerveux, c'est aussi une atteinte négative, délétère sur ton système immunitaire. Et après, ça va aussi toucher le système hormonal, etc. Donc voilà, toujours un système en touche un autre. Et il y a de l'interaction, encore une fois, et on ne peut pas isoler les systèmes des uns des autres. D'accord? La peau, si tu as des problèmes de peau, alors la question d'une parasitose peut être recherchée, d'accord. La peau, c'est un émonctoire qui est là aussi pour éliminer les déchets. Donc en plus de suspecter une parasitose, d'aller chercher par là, il y a aussi le foie. Moi, je commencerai plutôt par là, voir si le foie est en bonne santé, en bonne forme. Le supporter, le drainer, c'est vraiment toujours une bonne chose. C'est un organe très important et qui travaille beaucoup. Donc il faut l'aider. Les maux de tête, si tu souffres de maux de tête, là aussi tu peux questionner l'état de santé de ton foie, c'est très important. Tu peux aussi te demander si tu bois assez d'eau. Je ne parle pas de thé, je ne parle pas de café, je ne parle même pas d'infusion, je parle vraiment d'eau pure. Ça peut t'aider. Si tu as des maux de tête, ça peut même les régler, tout comme ça peut t'aider aussi à améliorer ton transit. Donc c'est très important de boire 1,5 litre d'eau à 2 litres par jour, 1,5 litre si tu es une femme, 2 litres si tu es un homme.
à peu près, d'accord, mais il faut quand même boire de l'eau. Moi, je constate que globalement, c'est quand même mieux que de ne pas boire, d'accord? L'eau, c'est vraiment là pour t'aider à éliminer, pour t'aider à drainer tes émonctoires, donc c'est important. Les crampes, si tu as des crampes, alors elles peuvent survenir à tout moment. Pour savoir, pour te mettre sur la piste de savoir de quoi tu manques, il y a un petit repère qui peut t'aider. C'est par exemple quand tu fais de l'exercice, si, si tu as des crampes pendant que tu fais de l'exercice, ça peut vouloir dire que tu manques de potassium. Si c'est après l'exercice, ça peut vouloir dire que tu manques de magnésium. Voilà, ça c'est une première piste pour décoder ça. Teste aussi ton fer parce que tout comme potassium, magnésium, si tu manques de fer, tu vas avoir un système digestif qui va moins bien fonctionner. Donc, c'est très important. Mais attention, on ne se supplémente pas en fer si on n'en manque pas. Donc là, il faut te rapprocher de ton médecin tout simplement pour faire des analyses de sang. Ok? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu prends un petit carnet et puis tu commences à noter, voilà, tout ce que tu ressens, tous les symptômes que tu peux identifier, d'accord? À la fois ce que tu ressens, à la fois les symptômes que tu peux identifier, c'est très important. Tu notes pendant plusieurs jours les points de repère que je t'ai donnés, les symptômes que je viens d'évoquer, mais aussi ceux que je n'ai pas mentionnés parce que il peut y en avoir bien d'autres. Tu notes, c'est très important et tu vas voir à un moment donné, au bout d'une dizaine, quinzaine de jours, eh bien tu vas les voir apparaître, réapparaître ces symptômes et ça va vraiment nous aider à te faire progresser et à trouver des solutions pour te sortir de la situation désagréable et qui peut-être te gâche la vie, te fait souffrir au quotidien. Ça, c'est vraiment précieux, ce petit carnet, pour nous aider à te sortir de là, à t'aider. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à, hein, lance-toi. Et puis, tout ça, c'est pour aller mieux, c'est pour un... Ouais, c'est pour une super, vraiment meilleure santé en peu de temps. C'est vraiment possible. Et ce qui est très important aussi, c'est d'y croire, bien sûr. Je te dis à très vite dans une autre vidéo. Bye bye.